Les amis, j'espère que vous êtes prêts. Il m'a sauté sur le coup à tout moment, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais, quelque chose me dit que tu vas pas rester ici longtemps. Les amis, on commence avec l'actualité de la semaine. Globalement, on a un Bitcoin qui continue sa hausse rythmée par les annonces du monde bancaire. Quand je parle d'annonces du monde bancaire, je parle bien évidemment des mauvaises nouvelles qui touchent le monde bancaire et qui, de fil en aiguille, sont venues accélérer la hausse de Bitcoin, le faisant quitter les 20 000 $ il y a de ça à peu près 9 jours, pour lui faire prendre presque 8 400 $ à l'heure où je vous parle. La particularité de ce mouvement, c'est qu'il a été très virulent, c'est-à-dire qu'il ne respectait aucune analyse technique, finalement, il ne respectait aucune attente sur le marché crypto et on a eu 3-4 grosses informations d'un coup. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale pour en parler. Il y a eu une annonce de CZ avec une injection d'1 milliard de dollars sur le marché des cryptos. On a eu également les mauvaises nouvelles du monde bancaire et certains qui se rappellent en mode « Eh mais les crypto-monnaies ont été pensées pour ça à la base ». Il y a eu également naturellement une détente des taux FIDU sur 2 ans et sur 10 ans, ce qui naturellement envoie un signal au monde des investisseurs, ça libère du cash et donc ça fait prendre certaines positions que les gens ne prenaient pas quand ils avaient un manque de visibilité. Bref, il y a différentes raisons qui peuvent toutes avoir fait tout ou partie de la hausse et tout ou partie des raisons qui ont poussé cette hausse de Bitcoin. C'est ce qui fait que c'est une hausse particulière parce qu'on n'en voit pas le bout. Si jamais il y a une hausse durable et forte, ça peut recréer un mouvement de hausse sur le Bitcoin et pourquoi pas l'emmener à sortir de ce, on va dire, ravin que le Bitcoin côtoie toujours plus bas depuis avril 2022. Mais quand on dézoome, on se dit bon, on est quand même assez loin de revivre un bull run tout de suite. Normalement, pour avoir un nouveau bull run, il faudrait un peu plus de temps. Enfin, 2021-2023, ça ferait vraiment très très proche. Mais, encore une fois, un truc est certain, si le monde bancaire complet subit de gros problèmes et continue à enchaîner mauvaise news sur mauvaise news et perte de contrôle de la finance centralisée, de la finance traditionnelle, ça risque de profiter aux crypto-monnaies en général. Alors pourquoi je dis que je pense personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, je vous le rappelle, ceci n'est pas un conseil, un investissement, et tout autant que je ne veux pas être responsable de vos gains, je ne serai point responsable de vos pertes. Faites attention à ce que vous faites. Investir comporte des risques de perte en capital. Ça, c'était complet comme disclaimer et je l'ai dit très très vite, je mériterais des applaudissements. En attendant, ce que je veux vous rappeler ici, c'est que on risque d'avoir des mouvements qui peuvent accélérer un début de FOMO. Vous le savez, le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain sont des mondes qui sont communautaires, suivis par des masses, suivis par des foules et pas uniquement par quelques gros établissements financiers comme le monde de la finance traditionnelle. Ce qui veut donc dire que s'il y a la peur de rater le train, on peut avoir beaucoup d'investisseurs qui vont investir massivement dans les crypto-monnaies. Naturellement, ça ne va pas accélérer les problèmes de la finance traditionnelle et des banques. Par contre, ça va venir briser certains anciens supports et anciennes résistances qui vont venir redonner confiance aux investisseurs court terme, ceux qui venaient parier sur des tendances de fond. C'est ça les vrais signaux que vont regarder certains traders. Et si on commence à avoir ceux qui parient en tendance de fond sur les crypto-monnaies et sur un potentiel avènement des cryptos, alors que certains disaient que le Bitcoin avait bel et bien été créé pour ça en 2008, en tout cas c'est la valeur que certains venaient chercher, et qu'en plus de ça, on va taper quelques supports et on arrive à les maintenir suite à des mauvaises actualités à répétition sur la finance traditionnelle, on pourrait avoir un Bitcoin qui va chercher des nouveaux 30-35 000 $. Encore une fois, sans certitude de durer dans le temps. Encore une fois, sans aucune certitude de lancer un nouveau bull run. Mais ça pourrait, si ça ne nous lance pas dans un nouveau bull run, nous permettre d'aller éclater le bear market et de nous donner un petit peu d'oxygène quelques mois avant que le marché prenne durablement le temps de se repositionner. Un truc est sûr pour toutes les entreprises de cet écosystème et pour beaucoup d'investisseurs, c'est du cash. Un cash qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des gains qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Et surtout, des gains que l'on ne pouvait pas prévoir sur une période aussi courte finalement. Donc quoi qu'il arrive, ça donne un peu de baume au cœur, un petit peu d'énergie, ça va permettre à certaines sociétés qui allaient choisir entre la mort ou la levée de fonds et qui avaient du mal à lever des fonds, de pourquoi pas gagner un petit peu de temps, et donc ça va donner de l'énergie à des sociétés de notre écosystème qui en avaient cruellement besoin. En tout cas, pourquoi je pense que Bitcoin a été touché par les hausses bancaires et pas simplement tout le marché? Deux choses. Premièrement, Bitcoin est décorrélé de la finance traditionnelle. D'habitude, Bitcoin suit plutôt bien le Nasdaq et la finance trad. Là, ça fait quelques séances qu'il est totalement décorrélé. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les deux ne se suivent pas forcément. Ça veut dire que le Nasdaq réagit différemment à une potentielle chute bancaire que les crypto-monnaies. Et la deuxième chose, c'est bien entendu sa dominance. La dominance, c'est le poids de Bitcoin face aux autres crypto-monnaies. Si on regarde sur les 7 derniers jours, Bitcoin prend de la force. Ether arrive à garder approximativement la même dominance puisqu'il prend un petit peu de force aussi. Mais Bitcoin, lui, est passé de 40% à 46% de l'intégralité de la valeur des crypto-monnaies. Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sur 1200 milliards de valeur de dollars en crypto, il y a à peu près 50%, donc 46%. Ce n'est rien que la capitalisation du Bitcoin à lui seul.
Ça y est, on a une date, la mise à jour d'Ethereum, la mise à jour Shanghai est fixée pour le 12 avril. Fixée approximativement pour le 12 avril à 10h30 le soir en UTC, parce que ce sera le bloc 6 209 536. Je vous rappelle que comme les blocs ne sont pas prévisibles exactement, ça peut changer, ça peut être un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard. En attendant, c'est là qu'il y aura la mise à jour et c'est là qu'on pourra commencer, selon certaines règles, à retirer petit à petit des Ethers de ces nœuds. Je pense que je vous ferai d'ici là une vidéo sur ma chaîne principale. Vous allez voir plein de vidéos qui vont expliquer plein de choses sur le contenu. Moi, comme d'habitude, j'essaye de faire un truc qui est ni trop technique, ni trop inutile, pour vous dire réellement, globalement, quel est l'avis du marché, est-ce que ça risque d'affecter le cours à la hausse ou à la baisse, et vous dire ce que vous avez à savoir ou ce qui peut vous être utile, tout simplement. Euler a subi un hack de plus de 197 millions de dollars. Euler est un protocole de prêt et d'emprunt qui permettait d'avoir des meilleurs taux d'intérêt. En attendant, apparemment, ils se sont pris une claque. Ils se sont pris une belle claque dans la gueule de 197 000 dollars. Ça fait très mal. En attendant, le problème, c'est que le hack de Euler a touché également Ungle Protocol, qui a été impacté pour 10%, 17,6 millions de dollars, et que ça a touché plein de structures comme Idle DAO ou encore Swissborg, qui avait une partie de ses fonds sur certains protocoles, notamment en Ether, je crois. Il me semble également que Swissborg a communiqué depuis et a annoncé prendre à sa charge avec son fonds de sécurité l'entièreté des pertes. Le Parlement européen adopte un projet de loi, on parle d'un projet, c'est pas encore voté, sur les smart contracts. Est-ce que c'est réalisable? Alors attendez, c'est pas n'importe quoi. Il voudrait que les smart contracts puissent être arrêtés ou réinitialisés. Le concept d'un smart contract, c'est qu'il soit décentralisé. Tu mets ton argent dessus parce que tu as confiance. À partir du moment où on peut l'arrêter ou le réinitialiser, ça veut dire que l'on peut à tout moment interagir sur un smart contract qui est censé être décentralisé. Donc il n'est plus décentralisé. Donc l'Union européenne n'a rien compris du tout. Malgré tout, il y a eu une interprétation, c'est encore un petit peu flou, on n'est pas certain de ce qui est proposé, parce que, en effet, il semblerait que ce soit plutôt, nous considérons l'article 30 comme une disposition marginale applicable aux smart contracts facilitant les transferts de données impliquant des produits IoT, Internet of Things, des objets connectés. Donc, encore une fois, on ne sait pas si ça concerne toute la DeFi, mais voilà, il faut surveiller ça quand même. Pourtant, le projet inquiète. Curve, l'un des principaux protocole de finances décentralisée, a souligné le caractère inapplicable des projets de loi pour la DeFi. Et il est très important de se saisir de ce genre de problème parce que sur 500 votes, il n'y en avait que 23 contre. Il demande quelque chose d'irréalisable. À suivre, en tout cas voilà, ça fait peur. Ça ne concernerait visiblement pas la finance décentralisée aujourd'hui, mais il faut suivre ça de près. Alors ça je voulais en parler quand même parce que à la fois je vais me prendre quelques tomates, donc c'est important d'en parler, il faut pas parler que des trucs bien. En tout cas voilà, des youtubeurs crypto ayant promu FTX sont la cible d'un procès à 1 milliard de dollars. Je vais être franc avec vous. Bonne, mauvaise chose, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui est certain et qu'il faut bien comprendre. Un influenceur ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer sur FTX. Donc comment j'interprète ça? J'interprète ça en mode des gens ont perdu sur FTX, ils sont pas sûrs de récupérer de l'argent sur FTX et donc ils se disent que selon la loi en vigueur, ils peuvent, en attaquant un influenceur, aller chercher sa responsabilité et se faire rembourser une partie de la perte. En gros, les gens savent très bien que c'était de leur responsabilité. La plupart des influenceurs ont été très clairs, ont bien expliqué que ce n'était pas un conseil en investissement et qu'ils présentaient des outils qu'ils utilisaient. Mais des gens qui veulent tout simplement tuer l'industrie se disent bon bah moi j'en ai rien à foutre, ce que je veux c'est récupérer du pognon, quel que soit le fautif, qu'il soit ou non fautif de mon problème, si je peux lui mettre une douille, je vais l'attaquer. Alors d'un côté, je me dis bon bah écoute, moi j'ai pas promu FTX, tant pis pour eux, ça ne me concerne pas. D'un autre côté, ça concerne certains influenceurs que je connais, et pour finir, bah ça aurait pu me concerner moi, et c'est ça qui m'emmerde. Alors évidemment, je pourrais à chaque fois qu'il y a une nouvelle qui ne me concerne pas, ne pas passer dessus, mais c'est typiquement un problème qui aurait pu me concerner. J'ai eu de la chance les gars, j'allais travailler pour FTX avant que ça se pète la gueule, tout simplement, il n'y a pas de magie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un youtubeur tout seul ne pouvait pas se rendre compte qu'FTX allait tomber, sachant qu'il y a des fonds d'investissement, des banques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y avait SoftBank qui était chez FTX et qu'il avait pas vu? Bref, c'est vraiment chercher un responsable. Je trouve ça dégoûtant, ce que les gens essayent de faire, et surtout ça ne donne pas envie d'aller essayer de promouvoir et de travailler quoi. C'est très lâche. Bon, encore une fois, c'est comme ça. Il y a peut-être des influenceurs qui le méritent. Il y a peut-être des influenceurs qui disaient allez-y les yeux fermés, mettez-y tout votre argent, allez utiliser des produits à effet de levier. Je comprends que si tu as tout speech, tu peux avoir envie d'attaquer l'influenceur. Peut-être, je n'en sais rien. En attendant, avoir fait une sponsor pour FTX ne mérite pas, pour moi, un risque légal, tout simplement. Apparemment, les amis, celui qui a fait leaker la base de données Ledger avec l'adresse email, le nom, le prénom et l'adresse physique de toutes les commandes Ledger auraient été retrouvés. Il s'agit de Tassilo H et David M. On n'a pas les détails, encore une fois. Pour l'instant, il semblerait avoir été arrêté. On aura peut-être des nouvelles. MakerDAO, 1,25 milliard de dollars de bons du trésor US dans ses réserves. Vous le savez, le DAI a perdu une partie de son PEG parce qu'il était en grande partie basé sur de l'USDC. USDC qui lui-même
lui-même avait perdu son PEG, et donc pour des raisons de sécurité, le DAI a décidé de revoir sa réserve, et la gouvernance de Maker a approuvé le passage de 500 millions de dollars de bons du trésor américain à 1,25 milliard, donc beaucoup plus de bons de trésor américain pour sa trésorerie. Dans ce process, MakerDAO utilisera 750 millions d'USDC présents dans le PEG Stability Module pour pouvoir aller sur du bon du trésor américain. C'est un truc de fou, hein. L'USDC était 59%, représentait 59% du DAI, quoi. Donc le stablecoin DAI, c'était un USDC avec une cape Snapchat jaune, tu vois. C'était très clairement un USDC bis, quoi, hein.